J'ai eu le mérite de le connaître de près il y a ces 4 dernières années. Ishamaï, quelqu'un qui m'a. J'avais besoin d'un conseil et d'une bracha pour quelque chose de très, très important, très grave. Et un rave de Natania m'a dit il faut que tu ailles voir le rave Edelstein. Jusqu'à présent, j'avais aucune notion de quelle grandeur c'était. Et j'ai été chez lui. Il s'est avéré que c'est non seulement un grand Gaon, un des Gdolei Hador dans la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, déjà, il lui répondait des shélotes. Dans le Yabia Omer, il y a des shélotes qui étaient adressées par le Rav Edelstein au Rav Ovadia Yosef. Et c'était un Rav qui était très, très, très accepté par tous les publics. D'ailleurs, dans sa Bet Knesset à Ramat HaSharon, vous pouvez là-bas trouver de toutes sortes. Des gens plus ou moins comme ça, et d'autres qui potent de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Tous avec lui, et c'était comme un papa pour tout le monde. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Effectivement, les conseils qu'il m'a donnés, les brachot qu'il m'a donnés, et même une sorte de roi HaKodesh, parce que il m'a dit exactement comment mon problème allait être résolu, qu'il allait être résolu d'une certaine façon, et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, ça allait s'arranger de telle façon. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est passé. Et je ne suis pas le seul. Maintenant, je vous dis, en arrivant maintenant ici, j'ai écouté un petit peu, on parle de lui à la radio religieuse, à l'école Kol Hai. Donc en arrivant là, j'ai écouté. Et des choses extraordinaires. Comment il a fini sa vie. Incroyable. Moi, j'étais chez lui. Quand j'étais chez lui, il avait 90 ans. Aujourd'hui, il est décédé à 92 ans. À l'âge de 90 ans, il marchait comme un avrer de 30 ans. Svelte, bien organisé, il marchait dans la rue. Droit. Je lui ai demandé d'ailleurs une askama une sorte de askama pour un livre de mon arrière-grand-père, pour le faire connaître par le public des yeshivot, des avrechim, des bahorei yeshivot, des yeshivot ashkenaziot. Donc je voulais mettre une approbation d'un rav ashkenaz. Et effectivement, il m'a écrit une approbation de sa propre main. Et quand je lui ai demandé de me restituer le livre sur lequel il a dû regarder pour donner son approbation, et ben il s'était derrière lui dans une armoire comme ça en bas, et j'arrivais pas à croire mes yeux. 90 ans, il se courbait en deux comme si c'était un jeune homme de 20 ans. Pour le chercher, jamais il était tellement d'une anava et d'une patience et d'une douceur incroyable, jamais j'ai vu ça. À l'âge de 92 ans, cet après-midi encore, il était à l'hôpital de Netanya, à Niado. Ça va. Tout allait. Ça fait déjà 1 an qu'il avait perdu la faculté de parler. En parenthèse, ils étaient en train de lui faire la rééducation pour pouvoir lui faire dire quelques mots. Alors ils lui ont demandé, pendant 1 an déjà, qu'il parle par des papiers. Il recevait encore du monde après qu'il est retourné de l'hôpital. L'année dernière, il est tombé malade. Il recevait du monde, mais c'était pas écrit. Tout le monde pas écrit. Et moi aussi, cette année, je voulais tellement aller le voir, mais à chaque fois, j'entendais qu'il n'était pas en forme. Bon. J'avais des gens qui m'avertissaient quand est-ce qu'on pouvait venir. Même son fils, il me donnait des rendez-vous. Et on lui a demandé quels sont les mots que vous voulez apprendre à dire, les premiers mots que vous voulez apprendre à dire. Il leur a dit 2 mots. Amen et Toda. Je voudrais pouvoir dire Amen, répondre Amen au brachot, et pouvoir dire Toda. Les gens qui me donnent, je pourrais les remercier. Aujourd'hui, il a fini, il étudiait. Tout le temps, il étudiait. Aujourd'hui, je sais pas, vers 2 heures comme ça, il a fini d'étudier la Maseret Makot. En finissant d'étudier la Maseret Makot, son aide, un certain Rav Zemel, il était tout le temps
il aidait beaucoup. Il a décidé d'aller faire une course très urgente pour le Rav. On ne savait pas encore ce qu'il allait se passer. Le Rav était avec tous ses esprits, comme je dis, communiquait par écrit. Et voilà le Rav Zemel qui s'en va pour faire une course à Netanya. Aussitôt sorti de l'hôpital, il reçoit un coup de fil que le Rav le rappelle. Bien entendu, le Rav a écrit à sa femme, ou je sais pas, des collaborateurs. Il leur a demandé, rappelez-moi le Rav Zemel immédiatement. Donc il l'a rappelé, il est tout de suite retourné. Alors il leur a dit, je voudrais que vous fassiez tout de suite le Sioum de Maseret Makot, le Hadran. Hadran, c'est le Sioum, Maseret Makot. Et ils ont commencé à lire pour lui, c'est-à-dire comme c'est lui qui l'avait étudié, et lui il ne pouvait pas parler. Alors, quelqu'un à sa place, il a lu, lui, quand il entend Shomer HaKaonet, ils ont commencé à faire le Sioum, et le Sioum, comment il finit? C'est l'histoire de Rabbi Akiva qui marchait devant le Kodesh HaKodashim. Ils ont vu un renard qui sortait, et les rabbanim étaient en train de pleurer, et Rabbi Akiva riait. Il en a dit, pourquoi tu ris? Donc il leur a dit, voilà, puisque la névoa pour Anout, de la malédiction des ruines du Beth Amikdash, s'est accomplie, donc la névoa de la reconstruction du Beth Amikdash aussi va être accomplie, c'est pour ça que je ris. Alors, ils lui ont dit, Rabbi Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu. Sur ce, la Maseret conclut. Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. Comme ça lui ont dit ses amis à Rabbi Akiva. C'est les derniers mots avec lesquels le Rav Edelstein a quitté ce monde. Parce que tout de suite après, il a perdu connaissance. Et bon, je suis sorti du Bedin aujourd'hui vers 3h. J'ai écouté les informations, la radio, bien entendu, Kol Haïk, radio orthodoxe religieuse. Et ils ont annoncé aussi que le Rav Edelstein, son état est très très grave pour faire des prières. Ça s'est aggravé. Et depuis, bon, j'ai pas écouté, j'étais dans l'étude, c'est seulement vers 6h, 6h30, j'ai entendu dire par la femme m'a dit, tu sais ce qui s'est passé, il y a encore une mauvaise Bessora, j'ai compris que c'était de quoi il s'agissait parce que. Et elle m'a dit aussi ce qu'ils ont dit sur lui à la radio, sa clarté d'esprit était fulgurante. Comment il expliquait, moi j'ai pas entendu ça, mais elle l'a entendu, elle m'a dit, on lui posait des questions, il rentrait dans les détails les plus, il savait analyser, c'était quelque chose de phénoménal. C'est très dommage. Et donc il faut vraiment faire un respect sur lui. Maintenant, Salvaya et la cour, maintenant, ils le prennent de Netanya à Bnei Brak, parce qu'il avait un Beth Midrash à Bnei Brak. Et de Bnei Brak, ils le reprennent à Ramat HaSharon, là où est enterré son père, qui était le premier Rav de Ramat HaSharon. Et donc maintenant, en ce moment-là, Alvaya, donc, toutes les routes sont barrées. Il y aura des centaines de milliers de personnes qui arriveront à l'Alvaya. J'aurais bien voulu arriver. Je sais pas, peut-être encore j'aurai la force d'y aller, je sais pas comment le faire. On a eu Baruch Hashem le mariage la semaine dernière. Les Sheva Brachot, chaque nuit, dormir très tard. On se lève très tôt parce qu'il y a des cours le matin, etc. J'ai plus la force. D'ailleurs là, je suis venu, maman, je fais mes sirot nefesh pour venir. Parce que je me suis dit, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait cours. Je voudrais pas qu'il y ait une hazaka. Alors, je m'a donné la force à la dernière minute de pouvoir venir. On va dire ces paroles-là, cette vraie Torah, puisqu'on a parlé de la clarté de ce Rav-là, le Rav Edelstein, Gaon Atzum, toute la Torah entre ses mains. Et avec ça, c'était un Ohev Israël, comme il n'y en avait pas d'autre. Il aimait tout le clan d'Israël, Il y avait de tout chez lui, ses meilleurs amis, c'est-à-dire les talmidim les plus proches de lui. Sa bête Knesset, à Ramat HaSharon, la majorité est Sfarad. La majorité, c'est des Sfarad. Les Tchouva qui sont rapprochés de lui. C'était toute la ville de Ramat HaSharon. C'est une ville, je vous dis, c'est une ville laïque, c'est une ville gauchiste même, je veux dire même. Et pourtant, il est admiré de toute la ville. Tous les habitants de la ville, pour eux, c'est un malach. Ils viennent tous le voir. Quand j'étais là-bas, je voyais des femmes qui venaient
Elles n'étaient pas habillées comme des grandes tzadkaniotes. Hein. Bon, c'est vrai quand elles venaient là-bas, elles se mettaient tzniot, mais on voyait très bien de quoi il s'agissait. C'était pas des femmes... Mais quand elles venaient là-bas, il y avait plein de hiloniques. C'était comme un Baba Salek. Tout le monde venait le voir pour avoir des brachot. Un grand tzaddik. Malheureusement, on a perdu cette perle, ce grand joyau dans la couronne du judaïsme. Et il faut vraiment faire tchouva, parce que quand il y a des tzaddikim comme ça qui disparaissent, qui appartenaient à une génération qui a connu le Hazonish, qui a connu les grands Gdolim des dernières générations, qui avait la clarté de la Torah, qui avait la clarté des mitzvot, la kedusha, les ratchamayim. On ne voit plus des gens comme ça aujourd'hui. Il faut beaucoup pleurer et prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous et de nous amener le Mashiach le plus vite possible, parce que des lumières qui s'éteignent, et après de plus en plus ça devient obscur. On ne sait plus quoi faire. Qui va nous éclairer? Je vous dis, ces dernières années, ces 6 dernières années, tellement de Gdolei Israël, des tzadikim, qui éclairaient tout le clan d'Israël, nous ont quittés. Et on ne sait plus où aller. On a des questions, on a surtout les rabbiniques comme ça qui avaient tellement de cœur. Aujourd'hui, il y a des hachamim qui connaissent la halakha, qui connaissent les choses, mais parce qu'il y a le cœur qui aime le clan d'Israël. Quand on va chez eux, on se sent comme des fils uniques. Ils nous donnent toute l'attention. C'est extraordinaire. Rentrer chez lui. Il y avait une grande table. Immense table et encore une autre table. Elle avait un grand salon, il avait. Et toujours des gens qui venaient, et ils les écoutaient, et les autres, en attendant, ils attendaient dans le salon, sur l'autre table, au bout de la table. Ou alors ils écoutaient, ou alors si c'était quelque chose de secret, ils parlaient, alors il fallait rentrer dans la mirpeset. Il y avait un balcon là-bas, on attendait en attendant qu'ils finissent, et puis on continuait. On voyait le cœur, on voyait la Havat d'Israël, c'était comme un papa. Moi, personnellement, je suis perturbé, je me sens, surtout que j'ai tellement été aidé par lui. J'étais plusieurs fois le voir. J'étais dans un problème il y a 2-3 ans comme ça, et j'avais besoin beaucoup de ses conseils. J'allais souvent, je faisais tout de suite, je faisais la route Yerushalayim Ramat HaSharon tout le temps. Et avec beaucoup de patience, bien que ces aides, pour le ménager, mais lui toujours il était avec une patience, jamais, on voyait qu'il était impatient, toujours, il était tout le temps qu'il fallait. Alors la paracha nous dit, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Rashi nous explique, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Donc c'est les mishpatim, ce sont donc les lois, les halachot, surtout concernant le Hoshem Mishpat, donc comment on doit se comporter l'un avec l'autre et tout ce qui se passe comme les affaires d'argent, etc. Rashi explique, Asher tassim lifnehem. Il n'est pas écrit, Ve'ele hamishpatim asher telamed otam. Et la tassim lifnehem. Kadosh Baruch Hu a exigé de Moshe Rabbeinu que quand il veut enseigner les Bnei Israël, eh bien, il doit leur enseigner de sorte à ce qu'il leur mâche l'étude, il leur met dans la bouche. Ne leur complique pas la vie, donne-leur tout clair, la clarté, pour que ce soit clair. Alors, Shalom Rav Ovadia Yosef, je viens de revenir de sa tombe maintenant. C'est comme un Erev Rosh Chodesh aujourd'hui, hein. On est bientôt Rosh Chodesh. Alors, il y a eu une fila Slihot sur son kever aujourd'hui. Lui, Alav Shalom, dans tous ses livres, vous allez voir, il n'y a presque pas de rachetevot. Tout est clair. Il exigeait de ceux qui rédigeaient ses livres de faire que ce soit tout clair. Pas de rachetevot, pas de truc, tout. Il faut faciliter la lecture et tout celui qui lise, que ce soit clair pour lui. Bien entendu, il faut avoir beaucoup de bases pour comprendre ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef. Mais au moins, il ne voulait pas compliquer les choses avec les rachetevot, avec les machins. Que ce soit clair. Il demandait à tous ceux qui écrivaient des livres, soyez clairs. Arrêtez avec les rachetevot, arrêtez avec les abréviations. Non. Soyez clairs, que tout le monde puisse naviguer, puisse étudier clairement.
Alors c'est ça, Asher Tassim Lifnehem. Rachidi, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק בהלכה, 2 או 3 פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה. ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני אדם. תשים לפניהם, Rachid ne dit pas cela, mais apparemment, son intention, c'est de faire allusion à un autre pasouk. Quand on veut dire mettre la table, dresser une table avec tout ce qu'il faut comme accessoire, fourchette, couteau, tout ce qu'il faut pour une table, on n'a pas besoin de se déranger, tout est sur la table, il n'y a qu'à manger. Alors en hébreu, on dit 6 mois shulchan. 6 mois shulchan, c'est écrit dans le Navi, dans Melachim, il me semble. Quand David Amelech, vous savez qu'il a eu un fils qui n'avait pas tenu, il est mort très jeune, enfant. Et David Amelech, il s'est beaucoup donné du mal avant, quand ce fils était très malade. Il a prié, il a versé des larmes, mais dès que son fils est décédé, il a dit 6 mois shulchan. Jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il soit mort, David Amelech était en ta'anit. Il ne mangeait pas. Dès qu'il est mort, il a dit maintenant vous dressez la table. Comment il a dit dresser la table? 6 mois shulchan. Maintenant il va manger. Pourquoi? Tant qu'il était encore en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il a commencé, il faisait les tfilotes. Qu'est-ce qu'il a besoin de manger maintenant? Au lieu de manger, il va faire les tfilotes. Le ta'ani, les tfilotes, tout ça c'est ce qui peut aider à ce que il accepte la tfila. Mais à partir du moment où il est déjà décédé. Donc est-ce que je vais le ressusciter si je continue à faire le ta'anit? Donc 6 mois shulchan. Qu'est-ce qu'on voit de là? Dresser une table, ça s'appelle la sim shulchan. C'est pour ça que ici aussi la Torah a utilisé Asher Tassim Lifnehem. Asher Tassim Lifnehem, c'est dresser une table Shulchan Aruch. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il a appelé son livre Shulchan Aruch. Parce que les halachot sont clairs et sans mahloket. Avant le Shulchan Aruch, il y avait le tour. Le tour, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte plusieurs dérotes. Dans tel et tel cas, ceci, il y a un qui dit comme ça, un qui dit comme ça. Shulchan Aruch, il a tranché, il a mis les choses claires. Maintenant, tout celui qui va lire Shulchan Aruch, il sait quoi faire. C'est vrai que des fois, il fait Stam Veyesh ou Yesh Veyesh. Mais c'est pour nous dire que celui qui peut faire être mahmir, tant mieux pour lui. Mais la halakha est claire comme le Stam. Donc, il nous a dressé une table. Shulchan Aruch. Donc, la Torah demande de nous qu'on étudie la Torah de sorte à ce qu'elle soit le plus claire possible. Quand on enseigne la Torah, il faut le faire de sorte à ce que ce soit le plus clair possible. La clarté, Akadosh Baruch Hu, il apprécie beaucoup celui qui étudie et arrive à un niveau de clarté absolu. À ce point, quand il y a un Gemara qui dit, celui qui fait des vrais Torah, il enseigne des vrais Torah, et ils ne sont pas clairs dans sa bouche, ils ne sont pas limpides, il vaut mieux qu'il ne les dise pas. Il faut que ce soit clair. La clarté, c'est très, très, très important. Donc, quand on étudie, chacun qui étudie avec sa havuta, jamais ne doit se contenter, ou alors quand on est dans un shiur, on n'a pas bien vraiment compris le fond des choses, la raison de chaque chose, il ne faut pas hésiter à poser la question. Et il faut se mettre comme but chaque jour, avec quoi je suis, quel est mon bagage aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ramassé, j'ai étudié. Des fois on étudie, on se fait des illusions qu'on a compris quelque chose, on a l'impression d'avoir compris, on a l'impression d'avoir déduit les maskanotes, les conclusions, qu'elles soient claires, qu'elles soient bien ordonnées dans la tête, que demain, je suis sûr de ce que j'ai étudié hier. Je suis sûr que j'ai les bases sur lesquelles je vais continuer à construire, jusqu'à ce que je connaisse la Torah en bonne et due forme, qu'elle soit claire dans la tête. La Torah existe là, d'où on sait, voilà. Mais les Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, que je vous dis à Moshe Rabbeinu, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir leur dire 2 fois, 3 fois, et voilà. Non, tu dois répéter, soit clair, que Shulchan Aruch, et tu dois leur donner les raisons de chaque chose.
Quand on connaît la raison de chaque chose, quand on étudie le tam de chaque chose, alors c'est la meilleure façon de ne pas oublier. Quand on va étudier les halachot, comme un perroquet, on répète, voilà, si on ne connaît pas le fondement des choses, la raison de chaque chose, le shoresh, d'où elle provient cette halakha, et pour quelle raison on l'a dit, on oubliera toujours. On ne peut pas retenir tellement de détails. C'est ça que la Torah nous avertit. Il faut faire, la Torah, il faut la faire des simanim. Il faut la faire klalim. Pour bien retenir la Torah, pour la connaître bien, pour bien la comprendre, il faut en faire des klalim. Les klalim, c'est des règles. Il y a une règle générale. Il y a une règle, et chaque règle a une raison. Il y a des svarot. Alors, quand on connaît la règle, quand on connaît la svara de la règle, alors on peut déduire tout seul quels seront les cas qui relèvent du cas général selon la svara. Quand on connaît la svara des choses, on peut avancer tout seul dans plusieurs choses. Mais quand on ne connaît pas la svara, on ne connaît pas vraiment la raison, ou bien c'est flou encore. Quand c'est flou, on ne peut pas avancer. Toujours, on aura toujours des sfekot. Les halachot se mélangeront l'une avec l'autre. Ce sera obscur, ce sera comme un brouillard. Et le problème, c'est que quand, Chaz Shalom, on a l'impression qu'on avance dans le brouillard, après on peut désespérer. Et après on peut dire, bon, je ne suis pas fait pour l'étude, et on peut quitter la Torah, Chaz Shalom. Même si on reste dans la Torah, dans la Hirat Shamayim et tout ça, mais bon, c'est dommage. Si les gens viennent à l'Yeshiva, autant obtenir le maximum, devenir un grand Talmid Chacham, connaître la Torah comme il faut. Pour la connaître, il faut qu'elle soit claire. Chaque chose, il vaut mieux étudier un petit morceau, mais qu'il soit clair, et qu'on puisse le répéter même au milieu de la nuit, plutôt que étudier sans arrêt des quantités, mais rien n'est clair. Et on oublie. Étudier beaucoup de quantités, et après ne rien retenir, on n'a rien fait. L'Agmara dans Hérouvine le dit clairement. Il dit malheureusement, même les Talmidei Chachamim de l'époque de l'Agmara, il faillait à cette règle-là. Ça veut dire, il savait, parce qu'on a toujours le Tzara nous dit avance, tu vas découvrir encore de nouvelles découvertes. Répéter, c'est lourd. Ça pèse. Oh, ça va, je sais déjà ça. Oh, je vais répéter encore, pourquoi faire? Alors, etc., il mise là-dessus, et c'est comme ça que malheureusement les gens ne savent pas tellement ce qu'ils étudient, et après ils désespèrent. Alors que si vraiment on veut être un Talmid Chacham, il faut faire beaucoup de hadar. Alors, Ovadia Yosef Alav Shalom nous disait, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, les Maasim, où un Amora disait une halakha à son proche, à son Havruta, à son ami, un autre Amora. Et l'autre Amora, il ne connaissait pas cette halakha. Ah, oui, comme ça il a dit Rav, je vais répéter. 40 fois il répétait. La Gemara a dit, jusqu'à ce qu'à la fin, c'était comme posé dans sa poche. La halakha, c'est fini, c'est dans la poche. Alors que si c'était contenté de l'entendre une fois, c'est bien, sympa. Après, le lendemain, il aurait oublié, maximum le surlendemain. Il est venu connu, il s'est rentré de là, sorti de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il répétait. Tana biyade arba'im zimne. Vedam yale keman de man hale bekiste. Il a répété 40 fois, jusqu'à ce que c'était pour lui comme si c'était dans la poche. Alors, Rav Adesef disait, aujourd'hui, malheureusement, afilu arba'im bli efes lo hazrim. Arba'im bli efes. Même 40 sans le zéro, c'est-à-dire 4 fois, on ne répète pas. Le Stray Peler à la Vachon disait, il faut répéter au moins 4 fois. On a étudié une fois. Deuxièmement, le soir répété. Troisièmement, à la fin de la semaine. Quatrièmement, à la fin du mois. 4 hazarot, c'est un minimum pour que ce soit clair. Pour retenir, c'est pas suffisant. Mais pour que ce soit clair. Qu'on ait compris. Sinon, on a l'impression, on s'imagine, on se fait une illusion d'avoir compris. Et c'est même pas sûr qu'on a compris. Donc c'est ça, Asher Tassim. Des fois, il pourrait y avoir des répercussions graves si on ne retient pas bien les choses. Même le Mashiach peut être empêché
Pourquoi? Pour une halakha qui n'a pas été claire, pas été bien compris. Vous savez très bien, dans le récit de Ruth à Moavia, qu'on lit à Shavuot, Ruth avait perdu son mari, comme on sait, Mahlon était décédé. Et quand elle est revenue de Moab, c'était donc de l'autre côté du Jourdain, ils ont été là-bas parce qu'il y avait de la famine, et puis ils sont morts, parce qu'ils avaient quitté Israël. En retournant, ils avaient trouvé Boaz. Boaz était un des proches parents de Elimelech, le beau-père de Ruth à Moavia. Et donc, à l'époque, le hiboum, c'était pas un frère avec l'autre. Tous les proches parents qui avaient une part de la Yerusha, eh bien, ils faisaient le hiboum. Ça, c'était comme ça, c'était avant Matan Torah. Non, bon, c'était après Matan Torah. Et pourtant, il y avait cette pratique-là. Il y avait cette pratique-là de faire le hiboum même avec d'autres proches parents. Alors, avant Boaz, il y avait quelqu'un qui était encore plus proche. Il s'appelait Tov. Im Igal Tov, Igal. Tov, il s'appelait, c'était son nom, Tov. Mais Tov, il ne voulait pas faire le hiboum. Bien qu'il était encore plus proche que Boaz. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comment je vais me marier avec cette femme-là? Ruth, c'est une Moabite. Les Hachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec des Moabim. Lo yavo amoni Moabi. Et lui, il a dit, si c'est Moabi, c'est pareil aussi Moabite. Pourquoi? Parce que si tu dis que Moabi, c'est seulement Moabi et pas Moabite, alors Mamzer, tu vas me dire aussi, le yavo Mamzer, c'est rien que le Mamzer Zachar, qui n'a pas un mâle, qui n'a pas le droit de se marier avec lui. Et Mamzer Nekeva, oui. On sait très bien que non. Donc pareil aussi pour Moavia. Donc il n'a pas voulu faire ce hiboum. Le vira. Ça se dit en français, le vira. Avec T à la fin. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le vira. Pas d'autre, c'est le revenu, j'en sais rien. Peu importe. En tout cas, donc il n'a pas voulu faire. Alors qu'en fait, il s'était trompé. Parce que Mamzer, c'est vrai. Même Mamzer, c'est Bichlal. Il n'y a pas de raison de changer. Mais Moavi, la Torah nous a donné la raison là-bas. Quand vous êtes sortis d'Égypte, les Moavim ne vous ont pas donné de l'eau et du pain pour vous rassasier quand vous étiez en route, vous avez faim. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour vous. Bien qu'il n'y ait pas besoin de. Les Israéliens, ils avaient la manne. Le man, Aman, ils avaient le man. Pas besoin d'eux. Mais eux, ils n'ont pas fait leur devoir. Ils se sont montrés antipathiques. Donc, c'était pas sympa. Ils n'ont pas voulu aider. Ils n'ont même pas laissé les Israël passer dans leur pays. Alors, depuis, la Torah dit, les Moabim exclus. Parce qu'ils ne vous ont pas reçu avec du pain et de l'eau. Qui c'est qui donne le pain et de l'eau? C'est pas les femmes qui vont venir leur donner. C'est pas de sa loi. Même chez les Goïms à l'époque, il y avait c'était les hommes qui venaient et donnaient. Et comme eux, ce sont eux qui n'ont pas donné, donc c'est les hommes qui n'ont pas le droit. Donc on n'a pas le droit de se marier avec eux. Un homme Moavi ne peut pas rentrer chez nous. Mais une Moavite, elle n'a pas fauté. Donc elle a le droit. Et ça, c'est la halakha que Boaz connaissait. C'est pour ça qu'il a accepté de se marier avec Ruth à Moavia. Et qu'est-ce qu'il en est descendu? Mashiach. Si Boaz aussi ne connaissait pas la halakha avec le ta'am de la halakha, il aurait dit lui aussi que c'est interdit. Interdit, il n'y a pas de route. Ah, que il a voulu que de route il sorte le Mashiach. Donc on voit combien c'est très important d'apprendre les choses avec le ta'am. Il ne faut pas se faire des remises. Quand on étudie, il faut être le plus clair possible. Il faut répéter, savoir les svarot, connaître. Et les amishpatim, achète assin ifnem. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il y a la son shir dvarim le nishmat morenu Rabbeinu Yaakov Edelstein ben Miriam. Je connais le nom de sa mère, le nom de son père, je ne me rappelle pas. שזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. נזכה לגאולה שלמה, מילה מוות לנצח. על כל פנים, אמן ואמן. נמיח על הנאמן הקשה ומנצח.